Découplage, réduction des risques, appelez cela comme vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que la chaîne d'approvisionnement mondiale trouve toujours un moyen de contourner cela. Par exemple, Trump a imposé des tarifs sur la Chine et Biden les a maintenus. Maintenant, ce que nous voyons beaucoup, ce sont des marchandises fabriquées en Chine qui sont amenées dans un port d'entrée comme Vancouver ou un port mexicain. Ensuite, elles sont transportées par camion à travers la frontière grâce à un accord de libre-échange de l'ALENA. Je voudrais maintenant passer au deuxième segment. Mesdames et messieurs, je continue de parler avec le professeur Jack Buffington de l'Université de Denver, spécialiste de la chaîne d'approvisionnement. Si vous n'avez pas encore vu le premier segment, vous pouvez le regarder où il discute de son livre. Dans ce segment, nous allons nous pencher un peu plus sur l'actualité. Mais d'abord, abordons un autre aspect des chaînes d'approvisionnement. Le terme chaîne d'approvisionnement suggère un processus linéaire où un maillon se connecte directement au suivant, et chaque étape dépend de la précédente. Cependant, d'après notre discussion précédente, il semble que nous devrions changer notre façon de penser d'une chaîne à un réseau, n'est-ce pas? C'est parce que ce n'est pas juste linéaire, mais étendu et multidimensionnel. Est-ce correct? It's multidimensional. Is that about right? C'est exact. De plus, nous devons repenser la définition et la métaphore de la chaîne d'approvisionnement dans une perspective de durabilité. Actuellement, les chaînes d'approvisionnement génèrent des profits grâce aux déchets. Essentiellement, les entreprises gagnent de l'argent à cause des déchets. La seule façon de réduire les déchets est de manquer de ressources, ce que nous voulons éviter. Par conséquent, tant du point de vue des affaires publiques que de la durabilité, il est crucial de la considérer davantage comme un réseau plutôt que comme une chaîne linéaire. Alors, que pensez-vous de la déclaration de Janet Yellen accusant la Chine de surproduction? Êtes-vous d'accord avec cette déclaration ou comment l'interprétez-vous? How do you interpret that? Je pense que le mot juste serait ridicule. Si vous prenez en compte ce qui s'est passé en Chine au cours des 20 dernières années, elle s'est développée en se basant sur une économie de production. Même si elle a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté, il reste encore des problèmes socio-économiques que la Chine doit résoudre avec ses 1,2 milliard d'habitants. Actuellement, son économie est affectée par un effondrement immobilier, car elle a trop investi dans les dépenses en capital. Elle n'est pas tout à fait prête à devenir une économie axée sur la consommation, comme les États-Unis. Les pays du monde entier tentent de se désengager de la Chine en raison de la géopolitique et d'une dépendance excessive révélée par la pandémie de COVID-19. Par exemple, pendant la pandémie, nous avons été confrontés à des pénuries de masques, de certains produits pharmaceutiques et de pièces automobiles, en particulier celles provenant de la province de Hubei. L'économie chinoise repose fortement sur la production. De plus, il était intéressant qu'elle se concentre sur l'économie verte. Elle s'est concentrée sur les panneaux solaires, les batteries et des technologies similaires. Je pensais que c'était regrettable, car l'économie chinoise a contribué à rendre les panneaux solaires et les batteries moins chers, ce qui pourrait permettre une révolution verte. En fait, en considérant les pays d'Afrique qui manquent d'énergie, ne devrions-nous pas nous concentrer sur ces développements? Il semblait condescendant de la part du secrétaire au Trésor américain de faire la leçon aux Chinois, dont l'économie est actuellement en difficulté, sur pourquoi ils devraient produire moins juste parce que cela pourrait ne pas être bon pour les États-Unis.
Cela montre également que les États-Unis ne se préoccupent pas uniquement de leur propre marché, qu'ils contrôlent. Ils veulent aussi dicter la manière dont les autres grands producteurs interagissent avec les marchés des pays tiers, ce que je ne pense pas du tout acceptable pour les Chinois. Il est intéressant qu'elle ait même tenté cela, ou que le gouvernement américain ait décidé d'essayer d'influencer le côté offre de l'économie de marché mondiale. Oui, j'ai trouvé cela très regrettable. Comme vous l'avez dit, je ne pense pas que les Chinois y aient beaucoup prêté attention. Par exemple, la Chine commence à produire certains des meilleurs véhicules électriques au monde, ce qui est en fait un domaine où ils innovent. La chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait s'appuyer sur cela, et d'autres constructeurs automobiles pourraient apprendre et s'améliorer grâce à cela. Ainsi, décourager l'innovation est intéressant, car la Chine n'a pas traditionnellement été un innovateur, mais il commence à innover dans certains domaines. Je pensais qu'il aurait pu y avoir une meilleure manière de gérer cela. Vous avez également mentionné le terme découplage. C'est intéressant car l'administration Biden l'a initialement adopté, déclarant que nous devions nous découpler de la Chine. Cependant, ils ont depuis atténué la rhétorique et se sont tournés vers l'utilisation du terme dérisquage, ce qui semble être un adoucissement de leur position précédente. Il semble qu'ils aient réalisé qu'un découplage complet n'est pas faisable en raison des interconnexions étendues entre les États-Unis et la Chine. Cela est évident lorsque les leaders de l'industrie américaine visitent la Chine et rencontrent Xi Jinping, y compris les principaux dirigeants d'entreprises comme Apple. Quelle est votre interprétation de cette évolution au cours des 4 dernières années sous Biden? Une chose que je mentionnerais est que le mouvement vers le découplage a commencé avant Biden. Trump l'a initié avec des tarifs qui ont conduit au découplage ou à la réduction des risques, selon le terme que vous préférez. La chaîne d'approvisionnement mondiale trouve toujours une solution. Par exemple, si Trump imposait des tarifs sur la Chine et que Biden les maintenait, de nombreux produits fabriqués en Chine sont maintenant acheminés vers des ports d'entrée tels que Vancouver ou les ports mexicains, puis transportés par camion à travers la frontière dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'ALENA. Cependant, il y a eu des améliorations significatives dans le découplage ou la réduction des risques avec la Chine. Par exemple, l'iPhone est maintenant fabriqué en Inde, marquant la première fois qu'il est produit là-bas. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela concerne autant les marchés de consommateurs que la base de fabrication. Apple déplace sa production en Inde parce que le marché indien a un potentiel plus grand que la Chine, compte tenu des socio-économiques. Un autre aspect du découplage et de la réduction des risques est la division des influences de la chaîne d'approvisionnement. La Chine fait avancer son initiative Belt and Road, construisant des infrastructures de la Chine vers l'Europe. De même, les États-Unis développent une chaîne d'approvisionnement dans l'hémisphère occidental. Cette expansion inclut des pays au-delà du Mexique, tels que l'Équateur et la Colombie, parce que le Mexique seul n'a pas assez de capacité pour transférer toute la production de la Chine. Ainsi, le Mexique devient plus significatif de son propre chef. Nous nous développons en Amérique du Sud pour permettre une production moins coûteuse là-bas. Pendant ce temps, le Mexique monte dans la chaîne de valeur, ce qui est une excellente politique pour les États-Unis. Si l'objectif est de contrôler l'immigration illégale, la meilleure méthode est de fournir des opportunités économiques qui empêchent les gens de quitter leur pays d'origine. Actuellement, la migration vers les États-Unis provient principalement des pays d'Amérique du Sud et non du Mexique. Ce changement soutient la création d'une chaîne d'approvisionnement de l'hémisphère occidental.
les États-Unis et d'autres pays se concentrent sur la réduction des risques. De même, la Chine poursuit son initiative, la ceinture et la route. Malheureusement, l'Europe se trouve quelque peu laissée pour compte. Cependant, il semble y a un découplage tant de la Chine que des EU. Je ne suis pas sûr que ce soit une chose si regrettable, car il est important d'en discuter. Souvent, surtout en période de crise, des tiers commencent à agir comme intermédiaires. Un exemple simple est l'Inde, qui a commencé à acheter du pétrole bon marché à la Russie, à le raffiner, puis à le revendre aux Européens. Les Européens peuvent alors prétendre qu'ils n'utilisent pas de pétrole russe, ce qui n'est pas entièrement vrai. Mais c'est faisable sur le papier, car ils en ont toujours besoin. L'Inde est capable de remplir ce rôle d'intermédiaire. Pensez-vous qu'il est probable qu'il y aura des zones intermédiaires, bénéficiant à la fois des réseaux de chaînes d'approvisionnement et les enfreignant potentiellement, peut-être avec le consentement des principaux acteurs? Oui, vous commencez à le voir. Si nous revenons à ce que nous avons discuté dans le premier épisode, le principal moteur de ce qui se passe ici est un manque de demande et une quantité significative d'offres liées au travail. La Chine a toujours mentionné à l'Occident que nous devrions nous concentrer sur ce qui est dans notre meilleur intérêt, au lieu de l'idéologie. Une chose pour laquelle la Chine obtient ce qu'elle a demandé, c'est que beaucoup de ce découplage a à voir avec ce qui est dans le meilleur intérêt de chaque nation. Et donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Vous allez voir des alliances étranges basées sur des intérêts spéciaux, y compris en Europe. La relation entre les États-Unis et l'Europe pourrait changer, influencée par les évolutions dans les domaines de l'énergie ou de la fabrication. Actuellement, ce que nous observons dans la chaîne d'approvisionnement est encore plus complexe que juste deux sphères d'influence. Je pense que le monde entier est en jeu. Quelle est l'importance de la normalisation, un sujet dont nous parlons rarement? C'est fascinant, car il y a quelques années, il y avait un grand débat dans les cercles de politique étrangère du Japon. Le Japon et la Chine étaient tous deux en lice pour construire un grand chemin de fer en Indonésie. L'Indonésie avait deux propositions à considérer. Initialement, les Japonais croyaient avoir sécurisé l'offre, mais finalement, l'Indonésie a choisi la Chine. Les gens ici ont commenté que bien que ce soit regrettable, puisque les Chinois avaient copié nos trains et nos lignes ferroviaires, ils pouvaient construire les chemins de fer. Cependant, nos trains seraient toujours compatibles avec ces chemins de fer, nous permettant potentiellement de soumissionner à l'avenir pour leur vendre des trains. Cet exemple souligne l'importance de la normalisation qui a progressé. Pensez-vous que cela aidera à maintenir la compatibilité au sein de l'économie mondiale? Eh bien, je pense que la beauté du passage d'une chaîne d'approvisionnement physique à une chaîne d'approvisionnement numérique est que vous avez moins de problèmes de standardisation. Cela concerne la conception et la fabrication numérisée des produits, peut-être pas pour un réseau ferroviaire, mais pour d'autres articles en ce qui concerne la personnalisation. Dans un monde où il y a plus d'offres et moins de demandes, nous nous éloignons de la production de masse pour nous orienter vers la personnalisation, surtout dans la technologie. Ce changement a un impact significatif sur ce qui est le mieux pour les communautés locales et comment cela varie d'un endroit à un autre. Cela implique également des considérations sur qui fournira le capital pour ces projets, ce qui est un jeu totalement différent et plus dans vos compétences que les miennes. Bien sûr, la fragmentation de l'économie mondiale conduit à de nouvelles manières pour les réseaux d'approvisionnement de se connecter. Y a-t-il des développements actuels que vous n'auriez pas pu prévoir il y a quelques années?
Oui, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est le changement dans l'industrie des semi-conducteurs. Il y a généralement trois catégories de semi-conducteurs. D'abord, il y a les semi-conducteurs de commodité, que l'on trouve dans des articles quotidiens comme les voitures, qui peuvent en contenir environ 80, et les jouets bon marché. Ceux-ci sont généralement fabriqués dans le pays le moins cher possible. Ensuite, il y a les semi-conducteurs plus avancés. What is particulièrement important en ce moment? More advanced semiconductors, which I think are really in play right now. You're starting to see, instead of those semiconductors being made in... Au lieu de faire fabriquer des semi-conducteurs dans seulement quelques pays, nous assistons maintenant à des chaînes d'approvisionnement mondiales qui visent à décentraliser la production pour diverses raisons, y compris la géopolitique et les efforts pour équilibrer les problèmes dont nous avons discuté plus tôt. Le véritable défi réside dans les semi-conducteurs avancés, qui sont étroitement liés à l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup d'espoir que cela conduira à une transformation du modèle traditionnel de chaîne d'approvisionnement à grande échelle vers une approche plus personnalisée. Ce qui me fascine vraiment, c'est la manière dont ce changement affectera non seulement la production, mais aussi la conception des biens. We're going to look at not just the production of goods, but the design of goods. And my dream here is... Ma vision implique de cartographier les génomes humains pour améliorer notre compréhension de la santé et de la médecine. Nous évoluons vers un modèle de génome matériel où nous cartographions les propriétés physiques des matériaux pour concevoir des produits de manière innovante. Dans mon livre, je discute du projet Génome matériel, qui vise à améliorer la durabilité, accélérer l'accès au marché et se concentrer sur la personnalisation. Je crois que dans la seconde moitié du XXIe siècle, nous assisterons à une révolution complète des structures de la chaîne d'approvisionnement, évoluant vers un modèle communautaire. Beaucoup des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui seront probablement résolus grâce à cette transformation. Et juste pour être clair, lorsque vous parlez du génome, vous l'entendez de manière métaphorique, n'est-ce pas? Vous faites référence à la manière dont les chaînes d'approvisionnement sont structurées. Ou vouliez-vous réellement parler du génome humain et de son interaction? Eh bien, pensez à la manière dont le génome humain a été cartographié et numérisé. Nous comprenons maintenant suffisamment bien le génome humain pour créer des produits pharmaceutiques, des vaccins et des produits similaires. Imaginez si nous appliquions le même concept à tous les matériaux de la planète. Si nous cartographions ces matériaux et utilisions ces données pour concevoir de nouveaux semi-conducteurs, nous pourrions pallier les pénuries de ressources critiques, comme le lithium et le sable. En créant des conceptions numériques et en numérisant les matériaux, nous pourrions améliorer l'environnement et transformer nos chaînes d'approvisionnement. Actuellement, la conception de produits repose sur des informations beaucoup plus limitées. La numérisation de tout pourrait révolutionner l'ensemble du processus, de la conception à la production. Il est vrai que l'un des aspects intéressants des semi-conducteurs est qu'il ne s'agit pas seulement de la conception ou de la technologie, mais aussi de la capacité à produire à grande échelle. Cela nécessite un type de technologie différent. Vous n'avez pas seulement besoin de la technologie pour produire ces éléments, vous avez besoin de la lithographie qui doit être développée à grande échelle. Ce sont des secrets qui sont étroitement gardés. Même si l'on peut voir l'hémisphère occidental essayer de relier les deux principaux producteurs de cette technologie de lithographie, le Japon et les Pays-Bas, pour créer une compréhension commune. Au Japon, il y a même un représentant commercial des Pays-Bas qui fait le lien avec les Japonais pour gérer ce qui est autorisé à être exporté de leur pays vers la Chine, et ainsi de suite. Donc il y a une forme de collaboration qui se produit, n'est-ce pas? Absolument.
Mais d'autre part, les Chinois ont également avancé très rapidement en lithographie. Y a-t-il des obstacles dans la chaîne d'approvisionnement, comme des pénuries de minéraux de terres rares? Est-ce que tu faut l'unix massive de ces puces cruciales? Production of these very crucial chips. Yeah, and maybe if I can talk about this a little broader. Oui. Et si je peux élargir la discussion pour inclure ce qui se passe dans l'économie verte, notamment avec les terres rares et le lithium. Le défi n'est pas nécessairement l'extraction, mais le traitement. Cela ressemble à la question de la lithographie que vous avez mentionnée plus tôt. Il s'agit de traiter les matériaux pour augmenter la production. Mon point sur la conception est que nos limites actuelles proviennent du fait que nous avons seulement quelques producteurs. En passant à un modèle de conception numérique, nous pouvons nous éloigner de la dépendance aux grandes économies d'échelle pour la production de puces. Au lieu de cela, nous pouvons adopter un modèle décentralisé où les conceptions sont numérisées et des technologies comme l'impression 3D sont utilisées pour la production au lieu des méthodes de fabrication traditionnelles. Bien sûr. La distribution de technologies telles que l'impression 3D conduira au prochain bond en avant dans la fabrication. Exactement. Mon grand espoir réside dans la décentralisation de la fabrication. Traditionnellement, augmenter la production nécessitait de construire plus à grande échelle. Cependant, le nouveau modèle utilise la numérisation et la technologie pour atteindre l'échelle par la décentralisation, plutôt que par la production de masse. Le concept de personnalisation de masse existe depuis des décennies. Aujourd'hui, nous passons de la personnalisation de masse à la personnalisation locale, individuelle. Bien que cela puisse ne pas se produire dans les 5 prochaines années, cette approche devrait finalement rivaliser avec les modèles de production de masse actuels dans quelques décennies. D'accord. Ainsi, compte tenu des changements que nous observons, nous sommes passés de la guerre froide à ce qui était connu sous le nom de période post-guerre froide. Actuellement, cette période est renommée le moment unipolaire, ou un autre terme qui capture ces 30 dernières années. Tout le monde s'accorde à dire que depuis 2022, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. À votre avis, cette ère de multipolarité, ou quel que soit le nom que vous souhaitez lui donner, va-t-elle constituer un obstacle à la construction d'une chaîne d'approvisionnement ou d'un réseau d'approvisionnement plus efficace? Ou va-t-elle nous pousser vers une nouvelle manière de structurer l'économie mondiale? Way of structuring the global economy. La raison pour laquelle je souris est que nous sommes à un carrefour concernant la question que vous avez posée. Dans mon livre, je discute des défis auxquels sont confrontées les grandes institutions. Typiquement, la conversation est divisée. Un côté favorise les grandes institutions privées, tandis que l'autre soutient les grandes institutions publiques. Le débat porte sur la question de savoir s'il faut résoudre les problèmes par l'intervention gouvernementale ou par le biais de grandes entreprises. Je crois que si les grandes entreprises continuent leurs pratiques actuelles, il incombe au gouvernement public de permettre ce nouveau modèle pour que leur société puisse prospérer. Si rien ne change, ce modèle de dualité polaire, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, continuera de mener à un déséquilibre entre l'offre et la demande, créant des ravages dans la société. Ce problème est aggravé par des problèmes de durabilité, où nous échouons à innover suffisamment pour sauver la planète. Du point de vue public, nous sommes confrontés à un problème environnemental, ainsi qu'à un problème sociétal avec les inégalités de revenus. Ma solution, Pascal, est que la seule façon de résoudre ces problèmes est d'exploiter la technologie et le capitalisme dans un modèle réduit, permettant à la technologie de favoriser un effet multiplicateur entre l'offre et la demande. Je veux dire,
nous verrons une forme de décentralisation dans un modèle multipolaire, parce que les grandes entités puissantes qui fournissaient auparavant tous les biens publics à l'échelle mondiale ne sont plus seules. Elles ne veulent plus fournir des biens publics à tout le monde. Par exemple, le modèle actuel des États-Unis n'est pas de permettre à tout le monde d'utiliser le système SWIFT. Au lieu de cela, c'est plutôt comme « Non, Russie, tu n'es pas autorisé à l'utiliser » et la Chine pourrait également être exclue. En conséquence, le secteur des biens publics se rétrécit et de nouveaux fournisseurs émergent. Cela pourrait conduire à une fractalisation, mais aussi à une augmentation de l'offre ou de l'offre potentielle de biens publics. Alors, je me demande si cela pourrait en fait être une bonne chose pour la dynamique de l'offre et de la demande, de la manière dont l'humanité se développe. Pour répondre à cette question, je dois réfléchir à mon enfance. Il était inévitable que l'industrie manufacturière quitte ma ville natale. Cependant, ce qui n'était pas inévitable, c'était la réponse du gouvernement. La croyance dominante était que tout le monde deviendrait simplement un employé de bureau et irait à l'université. Cela ne s'est pas produit. Au cours des 30 à 40 dernières années, nous avons vu les salaires des cols blancs augmenter tandis que ceux des cols bleus ont diminué. Cela a créé des fractures au sein de la société. Par exemple, dans mon pays, si vous observez les tendances électorales, vous remarquerez un mécontentement significatif parmi les personnes qui se sentent marginalisées parce qu'elles viennent de ce que l'on considère comme des états de passage ou parce qu'elles ne circulent qu'autour des villes. Le problème est que nous devons aborder la question du découplage et déterminer qui en bénéficiera. Nous devons explorer comment permettre à davantage de personnes aux États-Unis ou dans tout autre pays de bénéficier du capitalisme sans dépendre des aides. Il est peu probable que les grandes entreprises investissent d'elles-mêmes dans ces villes. Je suis d'accord avec vos points et je constate certaines actions entreprises, mais elles ne s'attaquent pas à la cause profonde. De nombreuses personnes en Europe, aux États-Unis et ailleurs sont exclues de la chaîne d'approvisionnement. Oui, nous devons intégrer les personnes dans la chaîne d'approvisionnement en veillant à ce qu'elles reçoivent des salaires décents et des conditions de vie convenables. Trouvons un moyen de le faire à l'échelle mondiale et peut-être parviendrons-nous à une conclusion heureuse. Je tiens à vous remercier beaucoup, professeur Jack Buffington de l'Université de Denver, d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment. Merci. Thank you.